Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. À la une de l'actualité ce samedi, la Cour des comptes désormais constitutionnalisée, Martin Assogba, acteur de la société civile, voit cette innovation comme un facteur de renforcement de la lutte contre la corruption. Vous le suivrez dans quelques secondes. La réussite scolaire, une préoccupation pour tout parent, mais il arrive parfois que des apprenants n'obtiennent pas de bons résultats scolaires. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Les réponses dans ce journal. Et puis l'ONG International African Parks Network qui assure la gestion du parc national de la Pandjari participe au développement communautaire. Elle a organisé le remblayage de la route inter-État Tangueta-Porga. La constitutionnalisation de la Cour des comptes est désormais chose faite avec la révision de la loi fondamentale. Martin Assogba, acteur de la société civile, approuve cette innovation et y voit un facteur qui vient renforcer la lutte contre la corruption. Le président de l'ONG Alcres salue aussi le maintien du verrou des mandats présidentiels. Il est ici au micro de l'ENAIC Agbazaou. Je suis très heureux, je peux vous le dire, parce que ça fait des lustres que nous sommes en train de nous battre pour que la Cour des comptes devienne une réalité. Mais elle ne sera réalité que si on faisait une opération chirurgicale à notre Constitution. Toute chose qui est faite aujourd'hui, et je suis très très heureux parce que ma lutte aux côtés de mes pairs des autres ONG, ma lutte a fini par payer. Nous allons faire le plaidoyer, nous allons faire le lobbying, afin que le gouvernant, c'est-à-dire l'exécutif, puisse se préparer à l'effectivité de l'existence, de la mise en place effective de notre Cour des comptes. Et ce qui va changer, c'est ce qui a changé lorsqu'on a extrait la session administrative de la Chambre des comptes pour en faire une cour constitutionnelle. Vous voyez qu'aujourd'hui, tout citoyen peut se recourir à la cour constitutionnelle lorsqu'il sent ses droits brisés, lorsqu'il sent ses droits abusés. De la même manière, vous verrez que nous serons beaucoup plus nombreux à faire la veille sur nos patrimoines nationaux à travers une vigilance accrue par rapport à nos fonds publics. Une cour des comptes plus une criette, je pense que c'est la santé désormais de nos deniers publics et ça fera que le développement irait de mieux en mieux. Il y aura moins d'individus qui désormais vont s'accaparer des fonds publics pour en faire leurs fonds privés parce que les gardiens du temple sont là à tout moment. Intéressons-nous à présent aux activités du projet d'appui à la gestion durable et à l'exploitation des ressources en eau du Bénin pour l'alimentation en eau potable et pour l'agriculture irriguée qui ont été lancés en milieu de semaine à Cotonou. Il s'agit pour le Bénin et la Belgique de mettre à la disposition de la population de l'eau de bonne qualité. Henri Fatina. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement béninois. Gestion, valorisation, approvisionnement en eau sont entre autres volets du PAG pris en compte par ce projet. Le présent projet, à travers ces deux volets eau et agriculture, permettra de renforcer la résilience des agriculteurs au changement climatique, de contribuer au développement des compétences locales, de garantir la disponibilité de l'eau potable de façon continue et durable, d'améliorer la gestion des ressources en eau agricole et d'appuyer à l'échelle nationale et locale la gestion intégrée des ressources en eau par le renforcement des capacités et la mise en place de cadres de concertation. L'eau étant un enjeu crucial pour le Bénin, son développement humain et économique, la Belgique s'illustre en tant que principal partenaire.
j'ai l'espoir qu'il y aura une visite d'une délégation béninoise de haut niveau dans le secteur de l'eau en Belgique dans le courant de l'année prochaine. Alors, comme on l'a dit avant moi, la Belgique est un pays pluriel, mais je sais qu'elle est complexe. Elle est plurielle et c'est un plaisir en tant qu'ambassadeur de pouvoir soutenir les différentes composantes de cette pluralité qui compose la Belgique. Après ce lancement officiel des activités du projet, il est normal de s'attendre dans les prochains jours à des actions visant à renforcer les directions des ressources en eau, le génie rural, la Société nationale des eaux du Bénin et celle de l'agriculture. Tout ceci se fera avec l'implication d'institutions universitaires belges et béninoises. Créée en 1961 au Canada et présente au Bénin depuis 2014, CUSO International travaille à réduire les inégalités et la pauvreté dans ces zones d'intervention. Vendredi dernier, cette association a signé un accord de siège avec le gouvernement béninois. Nicanor Kovi et Françoise Insou ont été témoins de la signature du dit accord au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. 4 ans de présence de CUSO International, légitimés à présent par cet acte. En consentant à signer un accord de siège avec l'ONG canadienne, le gouvernement béninois exprime ainsi sa satisfaction quant aux actions menées sur son sol par CUSO International. Les différents privilèges accordés en vertu de cet accord en termes d'exonération fiscale et douanière, ainsi que d'autres avantages, représente une contribution du gouvernement à vos efforts afin de vous permettre de travailler davantage pour mieux servir les populations béninoises dont le mieux-être constitue les axes essentiels du programme d'action du gouvernement. Satisfaction réciproque de la représentante pays, reconnaissante au nom de CUSO International pour ce clin d'œil du gouvernement béninois. À cet effet, des engagements sociaux sont de circonstance. Réitérant notre engagement, Monsieur le Secrétaire général, pour le respect des droits de la personne humaine et de l'égalité des genres, CUSO s'engage à œuvrer aux côtés des organisations sœurs, de ses partenaires locaux, des services techniques et déconcentrés de l'État, les communes et les communautés pour la réalisation des changements sociaux durables dans la vie des bénéficiaires. À ce jour, CUSO International est intervenu dans 20 communes du Bénin en collaborant avec 7 partenaires locaux. Selon les autorités canadiennes présentes au Bénin, la signature de cet accord de siège devrait conforter l'association dans son action sur le terrain. Moi, je considère comme un changement majeur aujourd'hui, c'est la reconnaissance par l'État béninois du travail qu'ils ont fait jusqu'à maintenant et la volonté de poursuivre dans cette direction-là en appuyant concrètement le travail de CUSO International. Donc, c'est une reconnaissance et c'est un appui inestimable que l'État béninois confère à CUSO aujourd'hui. La santé, le social, l'environnement et l'agriculture intéressent tout particulièrement CUSO International, dont les axes stratégiques sont entre autres l'autonomisation des femmes et des filles et la promotion du volontariat. Je vous le disais dans les titres, le rendement ou la réussite scolaire reste la préoccupation majeure de tout parent qui envoie son enfant à l'école. Et quand, au bout de l'année ou du processus, le résultat n'est pas fameux, l'on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui peut être à la base d'un échec scolaire? Comment l'éviter? Ghislaine Adimi a mené sa petite enquête. Compris comme le non-aboutissement du projet de scolarisation d'un apprenant, l'échec scolaire peut être apprécié sous plusieurs angles. L'échec scolaire n'est pas seulement considéré comme l'échec de l'apprenant, c'est aussi considéré comme l'échec des enseignants, l'échec de l'institution scolaire même. Ces causes sont tout aussi multiples et diversifiées. Elles ont entre autres rapport avec son environnement familial et scolaire. L'apprenant lui-même, son âge, est-ce qu'il a un âge qui correspond au niveau et au type de connaissances qu'on veut lui faire assimiler? Il y a un âge également, il y a un âge mental qui correspond à certaines connaissances. La part de l'enseignant, elle est fondamentale. Parce que le programme dont nous parlons, c'est l'enseignant qui l'utilise, qui le manipule. Les manuels scolaires, le temps scolaire, c'est l'enseignant qui aide à gérer le temps scolaire.
Et donc, si nous n'avons pas des enseignants de qualité, les élèves à eux seuls, le livre à lui seul, la classe à elle seule, le tableau à lui seul n'enseigne pas. La salle de classe, là où on enseigne, là où l'élève apprend, il apprend où? Sa position dans la classe, la position assise dans la classe. Ils sont combien dans la classe? Est-ce qu'il y a de l'espace suffisant pour que chaque enfant retrouve de la place pour ses mouvements? Les manuels scolaires, le matériel didactique. L'école est-elle située dans un environnement propice à l'apprentissage? La pollution sonore autour de l'école, le passage dans l'école, l'environnement naturel autour de l'école sont des facteurs qui peuvent influencer positivement ou négativement l'école. Est-ce que le directeur de l'école a des moyens de faire fonctionner véritablement l'école? Comment se gère le personnel? Le nombre même par rapport aux enseignants qui doivent enseigner, est-ce qu'ils sont suffisants? Est-ce qu'ils sont obligés de coupler le travail? Le domaine familial, là où vit l'enfant, le degré d'affection, est-ce qu'il vit dans une carence affective par rapport à ses parents, par rapport à ses frères? Les activités domestiques qu'il doit mener, le temps de repos, le temps d'apprentissage, le temps d'apprendre ses leçons, le matériel même disponible pour qu'il apprenne ses leçons, sont des facteurs qui peuvent déterminer qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas. Est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il dort? Il dort pour combien de temps à la maison? Il est occupé à quoi d'autre lorsqu'il sort de l'école? À tous ces facteurs s'ajoutent plusieurs autres. Le chercheur en sciences de l'éducation affirme que pour assurer le succès de l'apprenant, il est alors indispensable de détecter son niveau de faiblesse et les facteurs y afférents pour y remédier. Et de façon prompte, il suggère quelques actions primordiales. Créer des formations pour renforcer chaque fois la capacité des enseignants dans les pratiques enseignantes. Que les enseignants créent entre eux des réseaux, c'est-à-dire des approches collaboratives pour échanger, pour discuter sur les différentes notions qu'ils ne comprennent pas d'un point d'enseignement-apprentissage. Le facteur linguistique est très important dans un processus d'enseignement et surtout dans un système éducatif formel. Il faut que l'enseignant suive que l'enfant puisse réellement, qu'il échange réellement avec l'apprenant dans sa langue. Offrir à l'apprenant un environnement sain et heureux, libre de conflits de détresse émotionnelle, l'encourager et le motiver régulièrement, lui donner de bonnes habitudes d'apprentissage, détecter ses niveaux de faiblesse et l'aider à y remédier par une assistance ou un accompagnement adéquat. Voilà autant de dispositions et de conseils à adopter pour un aboutissement heureux du processus scolaire. Des années d'expérience culturelle et artistique traduites en une académie. La vision a été portée et concrétisée par Tola Kokui. Le centre se veut un pôle de développement des industries culturelles qui allie création, formation et diffusion. Les ministres en charge de la culture et de la communication y ont effectué une visite sur invitation de Tola Kokui. Le point avec Estelle Pazou. C'est une immersion dans plusieurs dimensions de l'art que s'apprête à faire Jean-Michel Abimbola, ministre en charge de la culture, et son homologue de la communication et de la poste, Alain Oronla. Ils sont à l'académie portée par Tola Kokui. Dans ces murs, tous les compartiments ou même la décoration renvoient à un aspect artistique. L'académie est un centre d'animation. Centre d'animation de formation, de création et de diffusion des arts de la scène et visuelle. Donc nous voulons avant tout exploiter les dispositions naturelles des artistes et mettre à disposition des techniciens qui se sont spécialisés dans la prise de vue, que ce soit pour le cinéma ou la télévision, qu'ils aient une structure ici où on leur apprend les fondamentaux des différents métiers des arts. Une ambition soutenue par les salles de formation, la salle polyvalente qui se transforme en lieu de tournage selon la circonstance et surtout ce studio de doublage et de post-synchronisation. C'est d'ici et du génie de la collaboration entre Tola Kokui et son ami de vieille date Florent Kwaozoti qu'est sortie la série Le Diable dans les détails. Vous avez été envoyé par un de vos partenaires? Non. Alain Oronla et Jean-Michel Abimbola vont se délecter des 3 premiers épisodes. Leur verdict se décline en reconnaissance de talent, en encouragement et bien sûr en promesse d'accompagnement. C'est une visite d'encouragement, non seulement pour Tola Kokui et toute son équipe, pour Florent Kwaozoti et tous les acteurs qui sont avec eux, mais au-delà de leur personne, à l'ensemble des acteurs culturels béninois. Le chef de l'État,
souhaite qu'au Bénin, nous puissions désormais développer une industrie culturelle, une industrie touristique. Et c'est à travers, effectivement, les qualités de nos hommes, de nos acteurs culturels, qui sont des icônes pour le Bénin et que nous ne valorisons pas suffisamment. C'est à travers et autour d'eux que nous pouvons construire cette économie culturelle. Je crois que nous avons été édifiés par la qualité de la prestation, par la qualité des acteurs, par la qualité des images que nous avons vues. Et nous voudrions, à cette occasion, féliciter une fois de plus Tola Kukui et Florent Kwao-Zoti, pour ne pas cacher le second, pour le travail qu'ils font, pour la démarche qui a été la leur d'associer les autorités à ce qui se fait. Nous en profitons pour lancer un appel à tous les acteurs de la culture, de la musique et dans tous les domaines, puisque nous voulons révéler le Bénin, à faire savoir ce qu'ils font, ce qu'ils savent faire, afin de bénéficier de l'accompagnement du gouvernement qui est disponible et qui exhorte tous les talents à éclore, tous les talents à se révéler. Toute chose qui entre en droite ligne des idées de Tola Kukui. Mais pour y arriver, le promoteur de l'académie rêve d'un partenariat public-privé. Je voudrais amener le ministre à faire comprendre aux uns et aux autres qu'au début et au milieu et à la fin de la chaîne, il faut que l'ORTB, dont il est le premier responsable, rentre désormais en production et en coproduction avec les structures privées comme nous, qui avons les capacités, les moyens et la compétence de mettre sur le marché des produits qui sont vendables. Et comme on dit vulgairement chez les économistes, il faut que nous ayons un partenariat gagnant-gagnant. Un partenaire déjà acquis, c'est le Fonds des Arts et de la Culture. Il a permis la réalisation du 3e épisode de la série. En attendant de pouvoir boucler les 17 autres, l'Académie de Tola Kukui reste fidèle à son objectif. Donner les fondamentaux aux artistes et techniciens pour s'épanouir localement. Participation au développement communautaire, l'ONG internationale African Parks Network, qui assure la gestion du parc national de la Pandjari, a organisé le remblayage de la route inter-État Tanguieta-Porga. Enoch Konkwati. African Parks Network est connu pour sa gestion efficace et efficiente du parc Pandjari dans le nord du Bénin. L'ONG sud-africaine, au-delà de sa mission traditionnelle, pense également aux difficultés des populations de son environnement immédiat. Ici, sur la voie inter-État Tanguieta-Porga, ce sont des nids de poules qui entravent la mobilité, causant d'énormes désagréments aux usagers de cette route. Le personnel de African Parks Network procède ici au remblai des creux avec du sable et de la latérite. Ce geste salutaire est aussi soutenu par les habitants de la localité et certaines associations. Je passe ici tous les jours avec beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, je vois que la voie est en train d'être arrangée. Je suis très content. Je crois que c'est une bonne chose s'ils ont pris l'initiative de la réparer, de faire des petits remblais. Je pense que ça va soulager un peu la population. J'avoue que j'ai été impressionné par ce qui se fait. J'ai quitté ma maison et fortuitement j'ai pris par ici. Et je constate que vraiment un travail gigantesque est en train de se faire. Et ils sont en train d'essayer de faciliter un peu le passage à tous les usagers de la route. Je pense que c'est une première. Si d'autres structures aussi peuvent dupliquer cela, je crois que ça va être une bonne chose pour la communauté Tanguieta. On ne veut pas être simplement une ONG retranchée dans le parc. On se mêle à la population et on comprend aussi les problèmes. Cette idée est une idée qu'on a développée dans d'autres parcs, où on a mobilisé des gens autour du parc, ensemble, pour essayer d'améliorer le cadre de vie. Et donc c'est une étape importante, puisqu'on vient de démarrer aujourd'hui au Bénin. On voit qu'il y a beaucoup à faire. Tout seul, on ne va pas y arriver. Le nivellement de cette route sur plus d'1 kilomètre va aussi favoriser l'accessibilité du parc Pandjari aux touristes qui proviennent du monde entier pour contempler les merveilles du parc le plus attractif de l'Afrique de l'Ouest. Je tiens à quand même rappeler à toute cette population
que nous sommes avec elle et qu'elle doit comprendre toujours que nos actions sont toujours pour le bien-être de leur progéniture. Nous avons fait une proscription totale sur des actions sur le parc juste pour pouvoir bien le conserver. Mais cela ne veut pas dire que nous ne contribuons pas à leur développement. Les populations même savent les actions que nous menons pour contribuer à leur développement. On les accompagne dans le sens de l'aviculture, de l'apiculture. On leur demande de trouver les voies et moyens pour que nous puissions les accompagner et ça arrive de cette façon où actuellement nous avons vraiment commandé beaucoup de ruches pour pouvoir leur permettre de s'ériger dans cette culture d'apiculture pour leur permettre de changer d'activité. Aujourd'hui, le parc Pendjari est un motif de fierté pour les Béninois. Le sérieux qui caractérise sa gestion n'est plus à démontrer. Je remercie beaucoup la direction de l'Africa Park qui a eu l'initiative de commencer des œuvres d'intérêt public et qui profitent même non seulement les riverains, qui profitent aussi le Bénin et la sous-région. Maintenant, le parc est très bien géré, je le dis. Et nous remercions Africa Park, nous remercions tous ceux qui viennent à volonté travailler sans argent. Nous remercions aussi par Africa Park le président de la République qui a juste vu aussi amener ces gens-là pour travailler avec nous. C'est désormais une histoire d'amour qui lie les populations vivantes à la périphérie du parc et l'ONG African Parks Network. APN nous apporte un certain nombre de ressources financières pour jouer pleinement ce que nous devrions faire pour que le parc se porte bien. Donc depuis que l'APN est arrivé, je crois que nous sommes en parfaite harmonie dans la collaboration. En 2018 se célébrait à Abomey la première édition du bicentenaire du Grand Roi du Dahomey. Dada Guézo est allé sur 4 années à la demande du président Patrice Talon. Cette célébration aura lieu en décembre prochain pour la 2e fois. Le point des préparatifs est fait au micro de James William Gbagidi par un des hauts membres du comité d'organisation. Le roi Guézo a accédé au trône en 1818. Arrivé en 2018, il est de notre devoir, les descendants du roi Guézo, de Webadja, d'organiser le bicentenaire de la session au trône de Dahomey. Au départ, on avait pensé faire seulement la fête en 2018. Mais quand on avait rencontré le chef de l'État, il a souhaité qu'on le fasse en plusieurs tranches parce que il dit quand vous appelez le nom Guézo, celui qui est à Parakou doit se trouver un peu dedans. Celui qui est à Natitingou, qui est à Kétou, doit se retrouver un peu dans ce que Guézo a fait. Donc on ne peut pas le faire en une fois, en 15 jours et puis laisser. Et en 2019, c'est la seconde édition qui va démarrer le début du mois de décembre. Vous savez que à l'avènement du roi Guézo, la première force sur laquelle il s'est appuyé, c'était les Amazones. Donc on ne peut pas faire quelque chose au roi Guézo, au nom du roi Guézo, sans penser à ces braves dames. J'invite tout le monde à participer à cette grande fête. Je demande aussi l'union. L'union fait la force, comme a dit le roi Guézo. Quand nous prenons le symbole du roi Guézo, qui est le plus connu de par nos frontières, c'est la jarre trouée. Donc il faut que chaque Béninois, chaque descendant d'Abomey, bouche le trou les trous de la jarre pour qu'elle puisse contenir de l'eau. On peut la définir comme une artiste polyvalente, de la musique à la sculpture en passant par la peinture et le design. Gisèle H se révèle dans l'art contemporain par la création des bas-reliefs. Patrick Dossou et Bruno Rotekbo se sont intéressés à l'artiste. Voici le focus sur Gisèle H. Un mur, un masque, des masques, un graffiti, un tag signé par le tagueur ASH. Sigle qui se prononce H et qui se décline en A pour art, S pour style et H pour Wano. Le nom de famille de Gisèle H qui nous ouvre les portes de sa résidence de création.
où le mur extérieur est tel un fruit mûr de sculpture. Ça, c'est le nord du Bénin. J'ai vu ça à Boukoumé. Souvent, eux se retrouvent à plusieurs, avec plusieurs gonis. C'est un instrument traditionnel qu'on appelle goni, qu'on retrouve surtout au nord. Donc c'est comme ça, ils s'alignent pour jouer. Et très émouvant, très impressionnant. Impressionnante à en bégayer, ces sculptures immobiles façonnées dans cette façade d'habitation. Des sculptures qu'elle a faites de ses propres mains. Je travaille avec le ciment sur les murs. Ça, c'est ma base. Oui, je sors les traits avec le ciment sur le mur. C'est ce que je fais. Et je fais plusieurs murs. Et après, j'ai pensé que, quand on me demande, Gisèle, bon, on veut voir ton catalogue, je bouge avec les photos. Et je me suis dit, non, il ne faudrait pas que je continue à bouger avec les photos, parce que les photos, ce n'est pas la réalité, on ne touche pas vraiment. Donc, il faut que la personne se déplace pour voir vraiment ce que tu as à faire. J'ai pensé que je peux les réaliser avec des papiers. En réalisant des maquettes pour présenter, pour me déplacer avec, je me suis dit, mais tiens, je peux faire beaucoup plus. Maintenant, je fais les masques en papier, mais je travaille de manière où c'est vraiment solide, léger. Ces solides sculptures au mur sont donc immobilisées. Elles peuvent être alors mobiles, car légères. J'utilise le fil, l'aiguille, les perles, et je travaille d'abord avant de faire ma finition. Donc ça ne peut pas s'enlever. C'est Gaïresso, c'est le symbole Gaïresso à Abomey. Du royaume de Dahomey à la cité de Kwasé, Gléhoué, Ouida, en passant par le nord du pays, les bas-reliefs font le tour du relief du Bénin, Est-Dahomey. Ça, c'est 2 en 1, c'est-à-dire le nord et le sud. Ça, c'est les balafres du nord. Et le nord, c'est les pelles. Voilà, donc j'ai juste jeté des pelles dessus, mais ça ne s'enlève pas. Ça, c'est 2 en 1 parce que voilà un visage. Et l'autre, il y a un autre visage ici. Ça, c'est le sud, ça, c'est le masque Galédé. Ça, c'est l'Ouémé. Ça, c'est... Il n'y a que des pitons. Je fais que des pitons. Ça représente Ouida. Ça représente les Adjovi. C'est 2 x 5. Pour les touristes que je croise, ils ont envie de savoir sur moi. C'est-à-dire, bon, tu es béninoise, mais on veut découvrir le Bénin. Et c'est plus facile pour eux de découvrir le Bénin par mes masques. C'est Abomey toujours, avec les Routondji. Les Routondji travaillent avec les bronzes. Donc voilà, j'ai récupéré ça, parce que chez les Routondji, c'est bronze. Eux, ils sont souvent, la plupart, forgerons. Et chez les Routondji, leur divinité de base, c'est Sapata. Et Sapata, on le représente comme ça, c'est-à-dire quand tu vas t'acheter. Gisèle H produit donc du patrimoine matériel pour immortaliser le patrimoine immatériel, culturel et cultuel. Mais comment obtient-elle ces visages identitaires du golfe de Guinée? Je travaille aussi ici, c'est-à-dire je fais mes moules, puis je les décache ici. Ça, c'est l'Afrique qui est en train de pleurer. Et l'Afrique ne respire pas. C'est pourquoi j'ai fait le nez tellement petit. Comme matériel de fabrication, ces mains féminines se servent de tenailles, de pinces, de pinceaux, de ciseaux, de marteaux et autres outils dits masculins. Comme matériaux de création, Gisèle H utilise actuellement de l'argile, de la pâte à modeler ou de la pâte à mouler, de la sciure d'aluminium ou de la sciure de bois, des mèches et tresses de cheveux, des perles, du papier, du tissu, de la corde à linge, du fil à coudre, de la colle, du charbon, bref, de la récupération. Et quand je récupère les latérite, c'est pour retravailler avec. Je les plonge encore dans l'eau. Outre les figurines entières, elle fait deviner d'autres figures. C'est un lion. Les yeux, les cheveux, c'est la queue. Et exprès, j'ai mis le robinet pour dire le lion pisse. De l'eau pour arroser l'idée des expositions qu'elle projette faire bientôt. Après 3 années de résidence de création, Gisèle H nous ouvre ses portes pour être désormais de beaux décibels qui portent la voix des bas-reliefs. Merci à vous, Patrick Diossou. Eh bien, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez à 23h30 Jérôme Hongbo pour la dernière grande édition du soir.